À l'époque où Hollywood construisait ses légendes avec du sang, de la sueur et des os brisés, les acteurs ne simulaient pas le danger. Ils le vivaient. Pas de doublure, pas d'écran vert, juste des muscles bruts, un timing précis comme un rasoir et une chute mortelle rôdant, juste hors champ. Un faux pas signifiait une colonne vertébrale brisée. Un saut mal synchronisé et les gros titres auraient pu être une nécrologie. Ce n'étaient pas des cascades faites pour le spectacle, c'était des moments de vie ou de mort capturés à jamais sur film. Aujourd'hui, nous allons parler des légendes d'Hollywood qui ont risqué leur vie, réalisant des cascades avant l'existence des images de synthèse, Buster Keaton. La frontière entre courage et folie s'estompe chaque fois que Buster Keaton se tenait devant la caméra. À une époque où les effets spéciaux étaient créés par l'ingéniosité, non par des logiciels numériques, Keaton a transformé le danger en art. Dans Steamboat Bill Jr., il est resté immobile, tandis qu'une façade de maison de 2 tonnes s'écrasait autour de lui, avec seulement un espace de fenêtre parfaitement mesuré pour le maintenir en vie. Une seule erreur de calcul et il aurait été écrasé instantanément. Sa comédie physique n'était pas simplement burlesque. Elle était conçue avec une précision mathématique et une détermination de casse-cou. Dans Sherlock Jr., il a sauté sur les poignées d'un train en marche, se fracturant le cou dans le processus, et il ne l'a même su que des années plus tard. Pour The General, en 1926, Keaton a orchestré une scène où un train de taille réelle s'effondrait d'un pont en feu dans une rivière, coûtant au studio 42 000 $, en faisant la scène unique la plus chère de l'histoire du cinéma muet à l'époque. Keaton insistait sur l'authenticité. Il ne comptait pas sur des doublures, des rembourrages ou des câbles de sécurité. Son raisonnement était simple. La caméra ne mentait pas. Son physique est devenu sa signature, et chaque contusion racontait une histoire. À une époque avant les réglementations de l'OSHA ou les coordinateurs de cascade, Keaton comptait sur le timing, la conscience de l'espace et un sens du calme qui rendait ses exploits téméraires d'apparence facile. Mais il ne l'était pas. Chaque chute, chaque escalade, chaque saut comportait un risque réel et les blessures s'accumulaient. Au début des années 1930, son corps avait subi tellement de coups que marcher droit certains matins était un défi. L'héritage de Buster Keaton ne réside pas seulement dans ses expressions impassibles ou son sens du timing comique, mais dans chaque os cassé et chaque risque non protégé qu'il a pris pour divertir un public qui n'a jamais su à quel point il était prêt de disparaître définitivement de l'écran. Harold Lloyd. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Harold Lloyd ne portait pas son personnage de casse-cou ostensiblement, mais ses cascades figuraient parmi les plus dangereuses jamais filmées. En 1919, Lloyd a perdu le pouce et l'index de sa main droite lors d'une séance photo publicitaire impliquant ce qu'il pensait être une bombe factice. Elle a explosé, lui coûtant presque la vue et mettant fin à sa carrière. Au lieu de cela, il est revenu avec un gant prothétique et a continué à réaliser des cascades défiant la gravité qui défièrent la logique. Dans Safety Last, il s'est rendu célèbre en se suspendant aux aiguilles d'une énorme horloge à 12 étages au-dessus de la circulation de Los Angeles. Il n'y avait ni harnais de sécurité, ni filet, juste un matelas à plusieurs étages en dessous, et cela seulement pour 1 ou 2 plans. La majorité était réelle. Lloyd a fait l'ascension lui-même en utilisant un ensemble de façades de bâtiments astucieusement placés sur les toits, conçus pour donner l'illusion d'un seul gratte-ciel. Ce que le public ne voyait pas, c'est qu'un seul faux pas aurait pu mener à une mort instantanée. L'engagement de Lloyd pour le réalisme frôlait l'obsession. Il croyait que la comédie avait plus d'impact lorsque les enjeux étaient réels, et pour lui, il l'était toujours. Dans Never Weaken, il se balançait sur des poutres de construction, avec rien d'autre que le vide en dessous de lui. Dans Feet First, il a refait l'ascension du toit, cette fois avec du son, ajoutant un nouveau niveau de danger en raison d'un équipement plus complexe. Tout au long de sa vie, Lloyd a supporté le coût physique de son ambition. Les blessures à sa main limitaient sa force de préhension, mais il s'entraînait sans relâche pour dissimuler cette limitation. Son courage n'était pas aussi flamboyant que celui de Buster Keaton ou aussi public que celui de Douglas Fairbanks, mais il était tout aussi réel. Il a prouvé que le véritable danger pouvait porter un sourire et un chapeau de paille, et néanmoins laisser le public sans souffle. Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks n'a pas seulement inventé le héros de cape et d'épée, il l'a incarné. Avant les épées générées par ordinateur et les écrans verts, Fairbanks sautait des balcons, escaladait les murs des châteaux et se battait à l'épée avec l'agilité d'un athlète entraîné. Dans Le Signe de Zorro, Robin des Bois et le voleur de Bagdad, il a réalisé presque toutes ses cascades lui-même, les chorégraphiant avec la grâce d'un danseur et l'audace d'un cascadeur. Fairbanks n'avait pas de formation officielle en cascade, mais son expérience athlétique lui donnait un avantage. Il s'entraînait en gymnastique, en escrime et en équitation, adaptant ses roses à ses capacités physiques. En escaladant des décors massifs dans The Black Pirate, il utilisait des systèmes de gréement cachés de sa propre conception, dont beaucoup deviendraient standards dans l'industrie cinématographique des décennies plus tard.
Il était connu pour répéter pendant des heures, affinant chaque mouvement jusqu'à ce qu'il paraisse spontané à l'écran. L'ampleur de ses productions augmentait également le danger. Des décors gigantesques, du matériel non testé et des cascades expérimentales signifiaient qu'il n'y avait pas de seconde prise en cas de problème. Dans une séquence de Robin des Bois, Fairbanks saute d'un haut balcon et dévale une série de plateformes en bois avant de se balancer sur une corde sans doublure. Les membres de l'équipe auraient retenu leur souffle chaque fois que la caméra tournait, incertains s'ils s'en sortiraient indemnes. Le dévouement de Fairbanks à l'action pratique a jeté les bases de la chorégraphie de cascades à venir. Son audace n'était pas imprudente. Elle était calculée, raffinée et artistique. Pourtant, avec chaque film, le risque augmentait. Il savait que le public s'attendait à du spectacle, et il le leur offrait au prix de sa propre sécurité. Au moment où il s'est retiré de la lumière des projecteurs, Fairbanks n'avait pas seulement façonné le genre d'action, il avait redéfini ce que signifiait être un acteur principal. Yakima Kanot. Avant même que le terme coordinateur de cascade n'existe, Yakima Kanot révolutionnait déjà l'art du danger. Ancien champion de rodéo devenu pionnier à Hollywood, Kanut était l'homme que les studios appelaient lorsque la cascade était trop risquée pour quiconque d'autre. Son nom apparaissait au générique de plus de 300 films, mais son véritable héritage était écrit en contusion, côte cassée et histoire du cinéma. Dans La Chevauchée fantastique, il a réalisé l'une des cascades les plus dangereuses jamais filmées, sautant d'un cheval au galop sur une équipe de 6 autres, puis descendant entre eux, tandis que la diligence tonnait derrière lui. Pas de câble, pas de trucage, juste du timing et un talent brut. Cette cascade serait plus tard recréée par la doublure de Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, mais Kanot l'a réalisée sans équipement de sécurité moderne. Il a développé ses propres dispositifs de sécurité, y compris le Running W Rig pour faire trébucher les chevaux sans les blesser et l'étrier collaborant pour empêcher les cavaliers d'être traînés. Malgré cela, il a souffert de multiples commotions cérébrales, d'un poumon effondré et d'une fracture ouverte qui a failli mettre fin à sa carrière. Après avoir été écrasé lors du renversement d'un chariot, Kanot passa des semaines en traction, pour ensuite revenir sur le plateau avec une canne et un sourire. Malgré ses risques, Kanut prenait rarement le crédit. Souvent doublant des stars comme John Wayne, il apportait du réalisme aux scènes d'action sans se mettre lui-même en avant. Plus tard, il s'est tourné vers la réalisation de seconde équipe, chorégraphiant des batailles pour Ben-Hur et El Cid. La course de chars emblématique dans Ben-Hur? Tout cela était Yakima, conçu, chronométré et partiellement réalisé par l'homme qui a pratiquement inventé le travail de cascade moderne. Ce qui distinguait Kanut, ce n'était pas seulement sa volonté de faire face à la mort. C'était la méthode derrière la folie. Il ne se contentait pas de réaliser des cascades. Il créait un système pour y survivre, scène audacieuse après scène audacieuse. Errol Flynn. Pour le public, Errol Flynn était l'aventurier romantique par excellence, audacieux, intrépide et héroïque sans effort. Mais derrière les performances soignées dans Captain Blood et The Adventures of Robin Hood, Flynn était un homme qui poussait son corps à l'extrême pour atteindre la perfection cinématographique. Il ne se contentait pas de jouer le rôle d'un héros. Il insistait pour en être un. Les scènes d'escrime de Flynn étaient plus que de simples démonstrations chorégraphiées. Il s'entraînait rigoureusement avec des escrimeurs de niveau olympique pour perfectionner sa technique de pied et d'épée. Les duels dans The Sea Hawk et Robin Hood ont été filmés en longues prises ininterrompues parce que Flynn croyait que le public devait voir que le danger était réel. Lorsqu'il croisait le fer avec Basil Rathbone, des étincelles volaient littéralement et aucun acteur ne retenait ses coups. Rathbone a admis plus tard que Flynn était l'épéiste le plus téméraire et enthousiaste d'Hollywood. Mais l'appétit de Flynn pour le danger s'étendait au-delà des duels à l'épée. Il effectuait des sauts de balcon, des courses sur les toits et des cascades à cheval, ignorant souvent les conseils des réalisateurs et des producteurs. Pendant le tournage de They Died with Their Boots On, il a été jeté d'un cheval et a perdu connaissance. Il s'est aussi fracturé des côtes en tournant une scène de bagarre dans une taverne et a refusé d'arrêter la production. Ses frasques en dehors du plateau lui ont valu une réputation de téméraire. Mais sur le plateau, ses risques étaient calculés. Flynn voulait être rappelé non pas comme une idole de matinée, mais comme un interprète physique qui donnait tout pour le rôle. Il se disputait souvent avec les assureurs qui tentèrent de restreindre ses cascades, exigeant une fois qu'il reste entièrement hors du plateau. Au fur et à mesure que sa carrière progressait et que son corps commençait à s'user, les cascades de Flynn diminuaient, mais son héritage en tant que casse-cou d'Hollywood restait intact. Il ne faisait pas que jouer à l'âge d'or de l'aventure. Il le vivait, l'épée à la main, et le danger toujours à un pas. John Wayne. John Wayne a construit sa légende dans la poussière et le sable des westerns, où de vrais chevaux, de vrais coups de feu.
et les endroits éloignés laissaient peu de place à l'illusion. Du début des années 1930 à travers les années 1960, Wayne était le visage de la Justice Frontière et l'homme derrière les cascades qui donnait vie à ses rôles. Au début de sa carrière, Wayne réalisait presque toutes ses propres scènes d'action. Dans Stagecoach, il galopait à travers le désert sans doublure, manœuvrant sur des sentiers escarpés et traversant des rivières. Pour The Fighting Seabees, il a conduit un bulldozer directement sous le feu ennemi, une scène de bataille mise en scène avec de véritables explosifs et véhicules en mouvement. Il n'a jamais bronché, même lorsque des débris ont frappé le pare-brise à quelques centimètres de son visage. Wayne mesurait 1,93 m, ce qui rendait le doublage des cascades difficile. Sa présence physique exigeait qu'il effectue lui-même la plupart des séquences dangereuses, que ce soit des combats au poing sur un train en marche, des sauts de toit ou des chutes réelles de chevaux. Pendant le Alamo, qu'il a aussi réalisé, Wayne a insisté pour participer aux scènes de bataille, même après s'être déboîté l'épaule. Il a refusé d'utiliser une doublure. Son dévouement se faisait souvent au prix d'un coup physique. Dans les années 1950, des décennies de chevauchées rugueuses et de chutes lourdes lui avaient laissé des douleurs chroniques au dos et des blessures aux genoux. Pourtant, il continuait à travailler. Sur le tournage de The Undefeated, il a été jeté à bas d'un cheval et s'est fracturé 2 côtes, mais il est revenu filmer le lendemain. John Wayne ne se décrivait jamais comme un cascadeur, mais il n'en avait pas besoin. Sa présence à l'écran, façonnée par des blessures réelles et la poussière de lieux dangereux, racontait son histoire pour lui. Il ne se contentait pas de jouer les héros. Il vivait comme tel, que les caméras tournent ou non. Steve McQueen. Steve McQueen n'a jamais demandé à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Et à l'écran, cela signifiait repousser toutes les limites. Au moment où il a joué dans La Grande Évasion, sa réputation pour réaliser ses propres cascades à haut risque l'avait déjà rendu anormal à Hollywood. Ce n'était pas juste un acteur. Il était un pilote, un preneur de risques et un perfectionniste. Dans La Grande Évasion, la poursuite à moto de McQueen à travers le territoire nazi est devenue l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Il s'est entraîné pendant des mois sur des motos Triumph pour s'assurer de pouvoir gérer chaque saut, dérapage et virage. Bien que le saut final par-dessus la clôture, un bond au-dessus de barbelés vers un territoire neutre, ait été réalisé par son ami et doublure, Bud Ekins, McQueen a fait toute la conduite précédant lui-même. Le studio a dû limiter ses cascades parce qu'il continuait d'essayer de faire plus que ce qui était sûr. McQueen a également insisté pour conduire dans Bullitt, un film célèbre pour sa course-poursuite à grande vitesse dans les rues de San Francisco. Les scènes ont été tournées sans CGI, stabilisation numérique, ni même effets spéciaux. McQueen a atteint 110 miles par heure dans la circulation réelle, effectuant des virages serrés et des dérapages bruyants à travers les intersections de la ville. À Le Mans, il a piloté de vraies voitures à des vitesses dangereuses, subissant brûlures et blessures en cours de route. Hors caméra, McQueen était tout aussi engagé envers l'adrénaline. Il participait à de vraies courses, gagnant à Sebring et terminant le Badger sur une moto tout-terrain. Ses rôles reflétaient sa propre obsession pour la vitesse et le danger. Lorsque les réalisateurs lui demandaient de ralentir, McQueen refusait. Le risque faisait partie de la performance. Ce qui rendait ces cascades extraordinaires n'était pas seulement le danger, c'était le contrôle. McQueen apportait la précision d'un pilote entraîné et les instincts d'un artiste né à chaque instant. Il ne jouait pas les héros d'action, il les redéfinissait. Gene Autry. Bien avant l'ère des doublures numériques, Gene Autry a monté à cheval avec ardeur, chanté à pleine voix et réalisé ses propres cascades sous un soleil brûlant et des horaires exigeants. Connu sous le nom de The Singing Cowboy, l'image publique d'Autry était polie et propre, mais la réalité en coulisses était beaucoup plus rude. Dans un genre qui exigeait des courses-poursuites à cheval, des bousculades de bétail et des affrontements en plein air, Autry s'engageait dans le réalisme avec un courage surprenant. Dans ses premiers films des années 1930 et 1940, Autry insistait pour faire lui-même ses scènes d'équitation, de l'assaut et même de chorégraphie de combat de base. Il maîtrisait les montées rapides, les tours de l'assaut et les rodéos pour la caméra. Pendant le tournage de Enola Monterey, Autry fut éjecté de son cheval en tentant une poursuite à grande vitesse sur un terrain rocailleux. Il se fractura 2 côtes et continua la scène sans interruption. Le cheval de confiance d'Autry, Champion, était presque aussi célèbre que lui, et beaucoup de leurs cascades étaient coordonnées sans doublure. Les deux exécutaient des cabrages synchronisés, des arrêts brusques et des galops de longue distance sur un terrain désert inégal. Dans Melody Ranch, Autry a navigué une scène de stampede avec de vrais bovins, manquant de se faire piétiner après avoir glissé dans une flaque de boue. Les rapports de l'équipe montrent que la scène n'a pas été refaite parce qu'Autry a refusé l'attention médicale et a insisté sur le fait que la prise était parfaite. Même ses performances musicales n'étaient pas sans danger. Beaucoup d'entre elles étaient filmées sur des plateaux avec des flammes vives, des effets pyrotechniques volatiles.
ou des installations de scène instables. Lors d'une scène d'incendie culminante dans The Singing Hill, une poutre en bois s'est effondrée et l'a raté de justesse. Les films d'autrui pouvaient être légers, mais le travail derrière eux ne l'était pas du tout. Pour chaque refrain de Back in the Saddle Again, il y avait une ecchymose, une fracture ou une cicatrice qui le rendait possible. Le charme de Cowboy était réel, mais le risque aussi. Robert Mitchum. Robert Mitchum projetait une indifférence cool à l'écran, mais ce nonchaloir masquait souvent les vrais risques qu'il prenait en coulisses. Connu pour son image de dur à cuire, Mitchum s'attaquait à des rôles physiquement exigeants dans des films noirs, des drames de guerre et des westerns, souvent sans recours à des doublures ou à des cascadeurs. Dans La Nuit du chasseur, Mitchum a réalisé une série de scènes violentes dans des rivières et des lacs lors de tournages de nuit. La production nécessitait qu'il traverse des courants forts et des eaux troubles tout en portant ses coéquipiers ou en se battant dans des combats chorégraphiés. Lors d'une prise, une branche cachée sous l'eau a percé sa botte et tranché son pied. Il n'est pas sorti de son rôle. Il a continué jusqu'à ce que les caméras s'arrêtent de tourner. Plus tôt dans la griffe du passé, Mitchum a exécuté une course-poursuite sur un toit aux tuiles glissantes par la pluie, sans harnais. La scène s'est terminée par un saut d'un bâtiment à l'autre, un véritable saut de 3 mètres, filmé en une seule prise. Le réalisateur a qualifié cela de miracle de timing, mais Mitchum a seulement haussé les épaules et allumé une cigarette. Il a également subi de nombreuses blessures pendant le tournage de Heaven Knows, Mr. Allison. Pendant les scènes dans la jungle du Pacifique, Mitchum a été piqué par des insectes venimeux, souffert d'un coup de chaleur et blessé une épaule en transportant du matériel sur des roches volcaniques. Pourtant, il a refusé d'arrêter le tournage ou de chercher un traitement. Ce qui rendait Mitchum unique, c'était son attitude. Il traitait la douleur comme un bruit de fond, quelque chose à reconnaître mais sur lequel ne pas s'attarder. Son stoïcisme dans la vie réelle se traduisait à l'écran où il exsudait le danger sans jamais avoir besoin de l'exagérer. Il n'était peut-être pas tape à l'œil ou bruyant sur ses cascades, mais cela les rendait encore plus authentiques. Les risques qu'il prenait étaient réels. Il ne voyait simplement pas l'intérêt d'en parler. Tony Curtis. Tony Curtis n'a jamais laissé son image de séducteur le distraire de son engagement physique envers le cinéma. Bien que principalement connu pour son charisme et son sens du timing comique, Curtis était discrètement intrépide lorsqu'il s'agissait de rôles exigeants. Dans Trapèze, il s'est entraîné intensivement sur des barres aériennes et des câbles hauts, travaillant souvent sans filet et avec une doublure de cascade minimale. Ce qui a commencé comme un rôle secondaire s'est transformé en une métamorphose physique, nécessitant que Curtis exécute des routines de niveau cirque sous les lumières chaudes des studios et des installations précaires. Le réalisateur du film, Carol Reed, a insisté pour le réalisme et Curtis ne s'est pas dérobé. Il a pratiqué les techniques de trapèze pendant plus de 6 mois, développant la force et la précision nécessaires pour exécuter balancement, rattrapage et flip en plein air. Bien que son co-vedette Burt Lancaster ait été un ancien acrobate, Curtis était nouveau dans le monde du cirque et déterminé à égaler l'intensité de Lancaster. Une prise ratée lors des répétitions a laissé Curtis avec une épaule déboîtée, mais il a continué à filmer avec celle-ci partiellement immobilisée. En dehors du trapèze, Curtis a joué des rôles riches en action qui demandaient agilité et timing précis. Dans les Vikings, il participait à des combats à l'épée filmés sur de véritables dracars se balançant en pleine mer. Lors d'une scène, il a failli être entraîné dans le fjord glacé après une lutte chorégraphiée sur une planche qui a mal tourné. Sur le plateau, Curtis a refusé les doublures même lors d'évasions sur les toits ou de séquences sous-marines, estimant que l'authenticité du moment dépendait de la présence complète de l'acteur. Curtis a également réalisé ses propres cascades dans Spartacus, y compris de violents combats corps à corps filmés sur un terrain accidenté. Une scène impliquait de glisser sur une colline de schiste aiguë et de tomber dans un combat à l'épée. Les éraflures et les contusions n'étaient pas que du maquillage. Elles faisaient partie du travail de la journée. Bien qu'il se vante rarement de sa condition physique, Curtis a gagné un respect discret dans l'industrie en soutenant son statut de star avec de la sueur, du risque et une détermination brute. Sous la prestation fluide et le charme des matinées se cachait un artiste prêt à mettre son corps en jeu pour une meilleure prise, Burt Lancaster. Avant de devenir l'un des acteurs dramatiques les plus respectés d'Hollywood, Burt Lancaster se balançait littéralement aux cordes dans le cirque. Acrobate formé, il apportait cette discipline physique et cet esprit audacieux à chaque rôle qu'il jouait, réalisant souvent des cascades que la plupart des acteurs n'oseraient pas tenter. Son passé n'était pas un artifice. C'était la base d'une carrière construite sur la force, l'agilité et la bravoure spectaculaire. Dans The Crimson Pirate, Lancaster a transformé un rôle de pirate espiègle en une démonstration d'exploits athlétiques. Il se balançait des mâts, sautait entre les toits et glissait le long de cordes à plusieurs dizaines de pieds dans les airs, le tout sans doublure. Le ton énergique du film masquait le véritable danger de chaque séquence. Sur le plateau, les membres de l'équipe souvent
a exprimé des inquiétudes quant à l'insistance de Lancaster à faire son propre travail. Mais il a haussé les épaules en disant qu'il faisait plus confiance à son propre timing que celui de quiconque. Sa formation de cirque a également influencé sa performance dans Trapeze, où il a fait équipe avec Tony Curtis pour exécuter de véritables numéros de haute voltige. Même si Lancaster n'avait pas été acrobate à plein temps depuis des années, il avait conservé la force de base et la coordination nécessaire pour réussir des balancements, des sauts périlleux et des attrapés en plein air. Les scènes d'entraînement dans le film étaient réelles. La sueur, l'effort et le risque faisaient tous partie du processus. Dans d'autres films comme Apache, Lancaster a couru pieds nus à travers le désert, escaladé des falaises et mis en scène des combats à cheval, le tout sans l'aide de doublure. Il s'est fracturé la main dans une scène, mais a continué à jouer avec une attelle cachée. Son refus de s'éloigner des rôles physiquement exigeants faisait de lui un favori parmi les réalisateurs qui recherchaient le réalisme sans recourir aux astuces de montage. Lancaster ne jouait pas seulement les héros, il s'entraînait comme eux, combattait comme eux et se déplaçait comme eux. Le danger n'était pas une illusion, c'était une partie de son engagement à transformer l'action en art. Tyrone Power. Tyrone Power portait le poids de la tradition des films de cap et d'épée sur ses épaules, entrant sous les projecteurs à une époque où l'escrime, l'équitation et la précision physique étaient encore au cœur des films d'aventure hollywoodiens. Dès son apparition dans Le Signe de Zorro, il était clair que Power ne se contentait pas de simplement avoir l'apparence du rôle. Il voulait le vivre. Pour Zorro, il s'est entraîné pendant des mois avec le maître d'escrime Fred Cavens, qui avait également travaillé avec Douglas Fairbanks. Power développa un maniement de l'épée fluide qui rendait les scènes de duel réalistes, croisant les lames avec une intensité telle que ses partenaires repartirent souvent avec des contusions et des coupures mineures. Ses mouvements étaient rapides et précis, et une grande partie des pas dans ses séquences de duel étaient improvisés sur le moment, s'appuyant sur l'instinct plutôt que sur la répétition. Mais l'escrime n'était pas le seul risque. Dans Le Cygne Noir, Power a effectué des courses sur les toits sur des plateaux de navires inclinés, s'est engagé dans des combats corps à corps, dans des espaces restreints, et a grimpé dans le gréement, sans harnais. Lors d'une prise, une planche détachée l'a envoyé tomber dans une pile de caisses, heureusement sans blessure, mais l'impact a été suffisamment fort pour arrêter la scène net. Même dans des rôles moins axés sur l'action, Power insistait pour réaliser toute scène impliquant un effort physique. Dans Captain from Castile, il montait à cheval à travers des bousculades et des terrains boueux, tout en brandissant de véritables armes en acier. Les comptes rendus du studio révèlent qu'il refusait les doublures, sauf lorsque c'était absolument exigé par l'assurance. Bien qu'il soit connu pour son élégance et son apparence frappante, Power n'a jamais reculé devant le risque. Son assurance masquait une éthique de travail rigoureuse et une volonté de faire ce que le rôle exigeait, quel que soit le danger. Ses performances ne se résumaient pas simplement à la grâce. Elles étaient une question de courage. Clint Walker. Mesurant 6 pieds 6 pouces et bâti comme une statue, Clint Walker était une anomalie physique dans le Hollywood de l'âge d'or. Mais au-delà de son imposante carrure se trouvait un homme qui n'hésitait pas à se mettre en réel danger. Connu surtout pour son rôle de Cheyenne Body dans le western de longue durée, Cheyenne, Walker a réalisé la majorité de ses propres cascades, souvent sans permission et toujours sans se plaindre. La taille de Walker rendait le doublage de cascades presque impossible. Peu d'hommes correspondaient à ses proportions, et aucun n'avait sa combinaison de force et de grâce. Lors d'une scène de combat dans Cheyenne, il a plaqué un voleur de chevaux et a dévalé une colline parsemée de buissons pointus. L'équipe a découvert plus tard que Walker s'était déchiré des muscles à l'épaule, mais a terminé la scène avant de voir un médecin. Lors d'un incident célèbre pendant une scène de rafting pour la nuit du Grizzly, Walker a été emporté par la rivière après le chavirement du raft. Il a heurté un tronc submergé et a été entraîné sous l'eau. Les acteurs et l'équipe ont craint qu'il ne se soit noyé. Il a refait surface quelques secondes plus tard, ensanglanté et haletant, mais a refusé d'arrêter de filmer. La prise est restée dans le montage final. Hors écran, il a survécu à un accident presque fatal en 1971, quand un bâton de ski lui a percé la poitrine et le cœur. Les médecins ont déclaré qu'il était miraculeux qu'il ait survécu. Moins de 2 mois plus tard, il était de retour sur le tournage, filmant de nouvelles scènes d'action, comme si rien ne s'était passé. La détermination de Walker n'était pas une question de bravade, c'était un sens du devoir envers le public et le personnage. Ces cascades n'étaient pas des actes chorégraphiés de bravoure, c'étaient des défis physiques bruts, sauter des falaises, se battre dans des tavernes ou galoper à travers des tempêtes de poussière. Il apportait de la gravité à l'archétype western, non par le dialogue, mais par chaque blessure, course et chute qu'il effectuait lui-même. James Cagney. James Cagney bougeait comme un danseur, mais se battait comme un boxeur, et à bien des égards, il était les deux. Au cours d'une carrière qui a couvert des comédies musicales, des films de gangsters et des drames de guerre, la physicalité de Cagney est restée constante. Il ne se contentait pas de jouer, il bougeait avec une force calculée, se lançant souvent dans des scènes d'action qui laissaient les autres nerveux à l'idée de se tenir près de lui. Dans Yankee Doodle Dandy, la danse de Cagney a ébloui le public, mais derrière les claquettes se trouvait un M,
un homme avec des décennies d'entraînement, endurci par la rue. Bien avant ce rôle, il avait déjà exécuté ses propres chutes, combats et cascades dans des films comme The Public Enemy. Dans une scène, il traverse une table, lance des meubles et passe à travers une porte, le tout réalisé en une seule prise. Pas de tapis de chute, pas de coupure. Il répétait ses scènes de combat comme de la chorégraphie, frappant souvent avec plein contact. Ses coups de poing n'étaient retenus que si c'était absolument nécessaire. Les costards ont appris à bien bloquer ou à se faire des bleus. Dans Les Anges au visage sale, il courait dans les issues de secours et à travers les ruelles, sautant souvent par-dessus des débris et des barils à pleine vitesse. Kanye a également effectué des séquences sous-marines dans « À chaque aube je meurs », y compris une où il est traîné par un gardien de prison dans un tunnel inondé. L'eau était glaciale, l'éclairage dangereux, et le studio a averti d'un risque potentiel d'hypothermie. Kanye aurait haussé les épaules et sauté dedans. Ce qui le distinguait n'était pas la force brute, c'était le contrôle total. Chaque mouvement était précis. Même lorsque les cascades devenaient violentes ou chaotiques, Kanye atteignait ses marques. Il ne comptait sur des doublures que si cela était absolument nécessaire. Pour lui, la performance signifiait la présence, même si cela impliquait des côtes fracturées ou des ligaments déchirés. Il apportait du réalisme à des rôles qui auraient pu sembler théâtraux. La violence, le danger, l'impact, tout cela faisait partie d'une discipline affinée non pas sur scène, mais dans l'instant. Charlton Heston. Peu d'acteurs ont assumé des rôles aussi physiquement exigeants ou historiquement épiques que Charlton Heston. Connu pour ses performances imposantes dans Ben-Hur, El Cid et Les 10 Commandements, Heston n'a pas seulement joué dans des films monumentaux, il les a endurés. Ben-Hur comprenait l'une des séquences les plus dangereuses du cinéma, la course de chars. Tournée au studio de Cinecittà à Rome, la course nécessitait de vrais chevaux, de vrais chars et de vraies collisions. Heston a suivi un entraînement intensif pour maîtriser les rênes. Pendant plusieurs semaines, il a pratiqué à diriger une équipe de 4 chevaux sur une piste de 610 mètres avec une visibilité minimale. Lorsque les caméras tournaient, il pouvait effectuer des virages à grande vitesse, des sauts et des dérapages avec précision. Chaque frôlement était réel. Les chars se renversaient, les roues se brisaient, les chevaux se cabraient. Mais Heston ne reculait jamais. Le réalisateur William Wyler était initialement réticent à laisser Heston courir. Les responsables d'assurance du studio ont mis en garde contre de graves blessures, mais Heston a insisté. « Je ne le croirai pas tant que je ne l'aurai pas fait », leur a-t-il dit. Pendant le tournage, il a souffert de phalanges fissurées et de côtes meurtries à cause des secousses répétées, mais a continué sans délai. Dans El Cid, Heston a escaladé des murs de château et a pris d'assaut des portes avec 35 kg de côtes de mailles et d'armes. En tournant sous le soleil espagnol, il s'est effondré à plusieurs reprises à cause d'épuisement dû à la chaleur. Dans les 10 Commandements, il a bravé des tempêtes de désert, escaladé des formations rocheuses et effectué des scènes de traversée d'eau dans des conditions naturelles turbulentes, y compris de véritables changements de marée. Ce qui rendait Heston unique, c'était son immersion totale. Il croyait que l'expérience physique ajoutait du poids à la performance. Il ne simulait pas la lutte. Il la vivait image par image, meurtrie mais inébranlable. Charlton Heston était non seulement une icône cinématographique, mais aussi un être humain qui considérait le risque physique comme une nécessité du récit et non comme un fardeau à déléguer. Absolument. Voici un dernier ajout pour compléter la liste avec un 16e acteur de l'âge d'or, qui a risqué sa vie en effectuant ses propres cascades, William Holden. William Holden n'était pas le genre d'acteur à se vanter de bravoure, mais sa filmographie raconte une histoire de discrète endurance et de risques calculés. Pendant la transition d'Hollywood, des films de studio minutieusement chorégraphiés vers un réalisme plus brut en extérieur, Holden a incarné une figure qui embrassait le danger lorsque cela servait le rôle. Il n'était pas cascadeur, mais il était loin d'être prudent. Dans The Bridges at Tokori, Holden a tourné plusieurs scènes à bord de véritables porte-avions de la marine entourés de chasseurs à réaction et de machines en marche. Le pont d'envol était une zone à haut risque, glissante, assourdissante et exiguë, et Holden a refusé d'utiliser une doublure pour les séquences de décollage et d'atterrissage, où les acteurs devaient traverser le pont en courant pendant que les avions se préparaient au lancement. Les membres de l'équipage ont décrit l'expérience comme une catastrophe à un faux pas près. Holden, cependant, se déplaçait avec une précision calme. Mais c'est lors de The Devil's Brigade que sa tolérance à la punition physique est devenue la plus évidente. Dans une scène, il a escaladé une falaise en utilisant du véritable matériel en uniforme militaire complet sous un barrage de mortier simulé. Malgré une glissade qui lui a ouvert le bras sur une roche pointue, Holden a terminé la prise. Le réalisateur a proposé de refaire la scène avec une doublure. Il a refusé. Holden a également enduré un terrain difficile et un climat imprévisible dans la Horde sauvage, l'un des westerns les plus âpres jamais réalisés. Le tournage dans des zones reculées du nord du Mexique, le film exigeait des charges à cheval à travers de vraies explosions, des traversées rapides de rivières et de longues poursuites à pied à travers des
plaine désertique. Holden, alors proche de 50 ans, suivait le rythme des membres plus jeunes du casting et n'a jamais demandé d'installation plus simple. Il ne portait pas ses contusions comme des trophées, ni ne faisait étalage des risques qu'il prenait. Pour William Holden, l'authenticité était essentielle. Si le rôle exigeait un saut, un rampement dans la boue ou un échappement de justesse à une explosion, il l'abordait avec une détermination tranquille et inébranlable.